Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors nous allons présenter ici trois idées, trois hypothèses sur l'origine de cette asymétrie de l'univers. Attention, un avertissement, ce qui suit est spéculatif. Ce sont trois approches différentes qui ont souvent des fondements très solides au niveau théorique, mais basés malgré tout sur des hypothèses qui ne sont pas prouvées par l'observation ou l'expérience. C'est donc une réflexion générale sur le sujet. Et il y a bien plus que trois hypothèses possibles. C'est un choix que j'ai fait, qu'on l'approuve ou qu'on ne l'approuve pas. Alors la première idée, qui d'ailleurs est ma préférée, c'est ma préférée, mais ça n'en fait pas un gage de validité. Ce n'est pas parce que c'est ma préférée que c'est forcément la bonne solution. L'idée, c'est de la transition de phase en gravité quantique à boucle. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est que la gravité quantique à boucle? Eh bien, la gravité quantique à boucle, c'est une théorie où on quantifie la relativité générale. C'est-à-dire où la gravité rentre dans le giron des théories quantiques comme les autres interactions. Et cette approche consiste à appliquer, comme pour les autres interactions, directement les règles de la mécanique quantique à la relativité générale, à la gravitation. C'est l'approche dite canonique. Elle est techniquement très difficile à cause de certaines particularités de la relativité générale qui rendent le problème très complexe. Elle est donc mathématiquement très difficile et pas entièrement mature, et elle n'est pas encore validée ou réfutée expérimentalement, comme toutes les approches de gravitation quantique. Dans cette approche, après quantification, on constate que l'espace-temps prend une structure assez étonnante, un peu en somme comme une cotte de maille. Donc si on prend l'espace-temps, qu'on va représenter comme une feuille courbée, et qu'on regarde de très près, on va constater que c'est comme si le réseau était maillé. Et vu d'encore plus près, il apparaît comme des boucles enchevêtrées. D'où le nom de gravitation quantique à boucle. C'est de là que vient le terme technique, c'est holonomie. Après certaines transformations mathématiques qui prennent en compte un certain nombre de contraintes de la théorie, on obtient une structure sous forme de réseau. Donc, des réseaux de ce style-là, où simplement on a des points, des vertex, reliés par des lignes. Et attention, la longueur de ces lignes n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la structure du réseau. Et ce réseau n'est pas dans l'espace-temps, il est l'espace-temps. Donc il prend une certaine structure discrétisée, où il y a malgré tout des notions de longueur et de durée, mais qui sont quantifiées, et où il existe une longueur et une durée minimale. À peu près ce qu'on appelle les unités de Planck, durée, longueur et temps de Planck. Elle est fortement non classique, très abstraite, très mathématique, et on peut aussi appliquer cette théorie au cosmos, à l'univers tout entier, donc à la cosmologie. Dans ce cadre, plusieurs solutions sont possibles. L'une d'entre elles est un univers cyclique, qui grandit, rétrécit, ou tout au moins a rétréci et grandi pour donner l'univers actuel. C'est, dans la littérature, certainement l'approche la plus prisée. Mais il y a une autre approche qui me plaît beaucoup et qui est intéressante du point de vue de la symétrie dont nous parlons. C'est une solution avec transition de phase. Alors initialement, bien qu'il soit un peu délicat de parler du temps, mais disons qu'on a à la base un univers chaotique, vraiment chaotique, et ça ne concerne pas que la matière, mais carrément l'espace et le temps. Tout y est chaotique. À tel point qu'il n'y a pas de direction spatiale ou de temps macroscopique. Parce que, au niveau
local, au niveau microscopique, à l'échelle de Planck, d'un point à l'autre, le temps et l'espace sont complètement orientés différemment, tout y est enchevêtré, tout y est chaotique. Donc il n'y a pas de temps macroscopique qui s'écoule dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Puis on a entre cette zone et une autre zone une transition de phase qu'on pourrait représenter comme un univers très chaotique avec un réseau très très compliqué, très, très torturé, et une zone où apparaît une transition avec un réseau beaucoup plus ordonné. C'est une transition de phase du second ordre, comme le ferromagnétisme. Donc c'est la totalité de l'univers qui subit cette transition. Et dans cette transition, c'est les lignes du réseau, le réseau s'aligne comme le font les aimants dans le ferromagnétisme. Sauf que dans le ferromagnétisme, ce qu'on appelle le paramètre d'ordre et l'aimantation macroscopique globale, ici, le paramètre d'ordre, c'est l'espace et le temps. Donc, il apparaît un temps, qu'on pourrait représenter comme ça par exemple, un temps macroscopique et un espace macroscopique. Le passage de la transition des réseaux aux notions spatiales temporelles sont un peu délicates, un peu compliquées, mais bon, c'est assez représentatif. À ce moment-là, l'espace-temps est presque classique. Il est presque le même que le temps, que l'espace ordinaire. Quand l'espace devient grand, les mailles sont très petites du réseau, et donc l'aspect quantique disparaît. Et à partir de cette zone très énergétique, très dense, elle entre en expansion pour donner l'univers que nous connaissons. La naissance, avec des guillemets, de notre univers, celui que nous voyons, est donc juste une transition de phase se faisant avec une partie de l'univers qui est une zone chaotique. Et il y a une brisure spontanée de symétrie, puisqu'il n'y a pas de direction privilégiée pour l'espace et le temps, et puis après, il y a une telle direction privilégiée. Il n'y a pas non plus, à proprement parler, de début à l'univers. À notre univers, oui, le début, le moment où il a commencé son expansion, mais si on passe dans la zone chaotique, le temps étant complètement chaotique, il n'y a pas d'endroit qui serait le début de l'univers. C'est un peu perturbant, mais personnellement, moi je trouve ça philosophiquement très satisfaisant. Il n'y a pas à se poser la question de l'origine de l'univers, il n'y a pas de point de départ, c'est du chaos. Lors de cette brisure de symétrie, le réseau s'ordonne complètement, ce qui implique deux choses, une libération d'énergie considérable qui provoque l'expansion, peut-être même l'inflation initiale, et une chute brutale de l'entropie, vraiment brutale. Et on se retrouve donc avec un univers au début avec une entropie très faible, d'où la symétrie dans l'univers. Voilà une solution qui me plaît bien. Il en existe d'autres qui peuvent être séduisantes. Il y a, par exemple, l'idée des multivers. Alors, les multivers, c'est l'idée basée sur les brisures de symétrie. Pas nécessairement, d'ailleurs, celles que nous avons vues sur la théorie électrofaible. Il peut y en avoir d'autres, plus spéculatives, avec l'interaction forte, la supersymétrie, etc. On part initialement dans un état très dense, très énergétique, avec un faux vide. Donc l'univers est alors dans son état de faux vide, avec une énergie interne très élevée. Puis il y a des fluctuations quantiques. À cause du flou quantique, il y a des fluctuations qui se produisent, et à un endroit donné, il peut se produire brusquement une transition vers le vrai vide, avec une libération d'énergie absolument colossale. À ce moment-là, l'univers, foum, se met à enfler. Ou du moins, cette petite zone. Cela forme une bulle, en quelque sorte. L'image de bulle est un peu trompeuse, parce qu'une bulle a des bords, alors que ça peut être un univers
l'espace-temps qui décrit cet univers bulle n'a pas de bord. Mais bon, complication technique, simplement. Donc cette bulle d'univers grandit à un endroit, et il y a d'autres endroits, il peut y avoir d'autres fluctuations avec naissance d'autres bulles d'univers. C'est la théorie de l'inflation éternelle de Linde, qui a été reprise par d'autres, avec des variantes, de nombreuses variantes, etc. On a donc un univers, un vide, un faux vide, et apparaissent alors des bulles d'univers diverses et variées. Dans certaines formulations, ces univers sont déconnectés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir de contact. Il ne faut pas les voir comme plongés dans quelque chose et où les bulles pourraient se recouvrir. Chaque bulle est un univers en soi et il n'y a pas de sens à parler de ce qui existe entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. C'est même pas du vide. Tout est décrit par ces bulles. Et dans certains modèles, là au contraire, il y a des contacts avec des parois, avec un changement de phase de symétrie, un peu comme la cristallisation, où on peut avoir des cristaux orientés de toutes sortes de manières, qui sont collés les uns aux autres. Donc il en existe différentes variantes, et chacune de ces bulles a des lois qui le décrivent, des conditions initiales qui dépendent de sa formation. Il peut y avoir des bulles avec une expansion tellement rapide que tout se dilue, plus rien, ou d'autres au contraire qui commencent leur expansion très lentement, et puis sous leur propre poids, redisparaissent tout aussi vite. Une autre bulle pourrait avoir une entropie très élevée dès le départ, alors qu'une autre pourrait avoir une entropie faible. Et nous sommes dans une de ces bulles. Et évidemment, la vie y est apparue, sinon on ne serait pas là pour l'observer. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique faible. Nous sommes de facto dans un univers où nous existons. Et donc, nous sommes forcément dans une des bulles, avec une entropie faible au départ, sinon c'est un univers chaotique tout le temps, il n'y a pas de vie qui apparaît, avec une expansion modérée, pas trop rapide, qui dilue tout, ni trop lente, qui s'effondre, suffisamment moyenne pour qu'il puisse se former des galaxies, des étoiles, et même d'ailleurs aussi d'autres paramètres qui sont bizarrement réglés très finement. Par exemple, la constante dite de structure fine, qui a un rôle important dans les réactions thermonucléaires et qui permet la synthèse du carbone dans le cœur des étoiles. Et le carbone est très abondant et à la base de la vie. Donc, nous sommes forcément dans l'univers ayant les bonnes caractéristiques, et notamment cette asymétrie temporelle. Cette idée de multivers ne me plaît pas trop pour une raison toute bête, c'est qu'on ne peut pas la vérifier. S'il y a d'autres univers complètement déconnectés du nôtre, aucune observation, aucune mesure n'en est possible. Et je n'aime pas ça. Comment parler d'une théorie qu'on ne peut pas vérifier? C'est ma seule véritable objection, en fait. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est faux. Et elle séduit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette théorie des multivers. Troisième possibilité, qui m'a pas mal séduit un temps, c'est l'idée des univers jumeaux, ou dit encore espace bimétrique. C'est une solution qui a été explorée par quelques-uns, dont Jean-Pierre Petit, qui est connu pour ses livres avec l'enseignement turlu comme Géométricon, et qui a réalisé pas mal de travaux il y a déjà quelques temps maintenant. Et ça décrit, en somme, un double univers. On a un univers, le nôtre par exemple, ici, avec une flèche de temps orientée comme ceci, vers la droite ici. Il y a un autre univers avec la flèche orientée vers la gauche. C'est donc cyclique, avec la mort de l'un qui est la naissance de l'autre. C'est donc totalement symétrique. Si ce n'est que nous, étant dans un univers, on ne voit pas, on voit une asymétrie. On voit la symétrie ici. Mais en fait, le tout est symétrique. Donc c'est intéressant aussi comme idée. De plus, cette idée d'un univers bimétrique permet que ces deux univers soient invisibles l'un pour l'autre, sauf peut-être à travers la gravité.
ce qui pourrait expliquer des influences gravitationnelles invisibles, comme la matière noire. Bon, il semblerait, avec l'accumulation des données sur la matière noire, que ça ne puisse pas être ça. Mais l'idée des univers jumeaux reste quand même une idée intéressante. Et il existe bien d'autres idées. Donc j'en ai exposé 3, en disant qu'en plus il y avait de nombreuses variantes. Bien d'autres idées basées sur la supersymétrie, comme les modèles de supergravité, ou des idées basées sur la théorie des cordes, comme les univers Brown, où dans un univers de nombreuses dimensions flottent des espèces de Brown qui sont des univers en soi et qui peuvent se heurter, le choc étant un Big Bang. Toutes sortes d'idées, toutes sortes de modèles, plus ou moins intéressants, plus ou moins séduisants, selon ses aspirations philosophiques ou selon ses connaissances ou ses aspirations théoriques. Il y a beaucoup de théoriciens des cordes qui sont évidemment séduits par les modèles issus des cordes. Ce sera aussi à vous de vous faire votre propre idée. Et donc j'espère que toute cette présentation vous aura donné l'envie d'approfondir tout ça. À un niveau vulgarisé peut-être, ou peut-être à un niveau plus technique, en étudiant les différentes théories, comme la mécanique quantique, la relativité, et peut-être bien au-delà, les boucles ou les cordes ou autres. Parce que tout ça, c'est quand même une question, je veux dire, fondamentale. C'est la question qu'on pourrait se poser, à savoir, mais pourquoi l'univers est-il tel qu'il est? Pourquoi est-il ainsi et pas autrement? Nous n'avons pas la réponse. Mais il n'est pas exclu qu'on le découvre un jour. C'est possible. On dit toujours que les pourquoi ne sont pas scientifiques, mais que lorsque les théories deviennent suffisamment avancées pour englober une de ces questions, la physique ne s'occupe que des comment, mais ce comment devient le pourquoi. À savoir, l'univers serait comme ceci, suite à tel processus, tel phénomène, telle façon de faire. C'est un jeu de poupée russe, ça ne fait que repousser les questions plus loin, mais c'est quand même passionnant. Et la recherche théorique, tout comme les expériences et les observations de l'univers, continuent et vont même très vite. Il y a, dans les actualités scientifiques, constamment de nouvelles actualités avec des réponses ou de nouvelles questions extrêmement passionnantes. Voilà, je termine ici cette petite série. Je vous remercie.